Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi matin et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de mon portefeuille de bourse. Cette émission sera un petit peu exceptionnelle parce que j'ai prévu j'ai prévu de vous parler du portefeuille des REITs parce qu'en général, le dernier week-end du mois, je parle des REITs. Mais la situation actuelle sur le marché exige que je parle d'autres choses. J'imagine que c'est d'autres sujets qui vous intéressent aujourd'hui que les REITs. Donc j'ai décidé de changer un petit peu de sujet exceptionnellement et cette vidéo sera faite dans un autre format, un petit peu différent que d'habitude. On va parler beaucoup de risk management et comment se protéger pendant les crises boursières, pendant des chutes boursières en général. Voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Je vous répète toujours que des likes, pour moi, c'est le plus important. Ça me permet de faire évoluer et développer cette chaîne gratuite. Et pour ceux qui veulent me soutenir et me remercier pour le travail que je fais, vous avez un moyen de faire une petite donation. Dont le lien PayPal, vous allez trouver dans la description à cette vidéo. Je vous rappelle également qu'il y a une chaîne Telegram maintenant qui se développe beaucoup, donc on a beaucoup de discussions intéressantes sur de différents sujets, y compris les crypto-monnaies, y compris l'analyse technique, y compris toutes les actualités boursières. La page Facebook également est mise à votre disposition, donc j'ai pas mal de canaux de diffusion d'informations sur les différents réseaux sociaux. Voilà, donc aujourd'hui c'est le samedi, j'enregistre, c'est la fin de la journée le vendredi, donc les marchés tentent le rebond technique, donc là on va regarder très rapidement la situation macro. Donc vous voyez que surtout le Nasdaq, il est en train d'essayer de se faire racheter en fait après la chute libre que nous avons vécue hier. Donc là j'ai pas mal posté d'informations sur mes différents réseaux sociaux par rapport à cette chute. On va parler très en détail demain pendant ce qu'on appelle le café du dimanche. C'est la rubrique où nous parlons de la situation macro et les trends globales économiques. Aujourd'hui, c'est pas le sujet principal, mais c'est juste vous donner un petit peu du contexte que le marché tente le rebond. Donc nous sommes rentrés dans cette fameuse correction que moi j'ai prévue depuis un certain temps. Quand je présente tous les dimanches sur mon timeline 2021, donc je m'attendais à cette correction à peu près de mois février, mois de mars. Donc on est rentré tout à fait, pour l'instant on est complètement dans le plan que je me suis fixé pour l'année 2021. Par contre, les raisons pour lesquelles nous sommes rentrés dans cette correction sont différentes par rapport à ce que je pensais. Moi je pensais que nous allons vivre cette correction pour des raisons liées soit aux mauvaises news sur le Covid, soit sur des nouvelles corporates qui sont décevant après la crise de Covid et surtout mon scénario de base c'était que après pour dégonfler cette espèce de bulle boursière qui se formera pendant le mois de janvier, la Réserve fédérale et les autres banques centrales devraient normalement tenir le discours un petit peu moins accommodant avec l'objectif de un petit peu calmer le marché dans son mouvement euphorique. Donc ça s'est passé pas comme ça et la situation s'est dégradée, donc j'ai beaucoup communiqué, je ne veux pas me répéter tout ce que je dis tous les dimanches matins, parce que maintenant la raison de la chute elle est beaucoup plus grave, donc du coup ça peut être, je commence à me douter que c'est une correction qu'il faudra racheter, donc ça c'est à voir. Et du coup j'ai pris la décision la semaine dernière de commencer à progressivement alléger mon portefeuille de bourse et avec un objectif d'arriver vers mois de mai. Bon, ça c'est un peu aléatoire que je choisis un petit peu ce milestone, mais en tout cas arriver vers mi-printemps, on va dire, quasiment sans portefeuille bourse importante ouvert, voilà, sans position importante ouverte en bourse. Bon, pardon, excusez-moi, je suis pas français, donc parfois je confonds un peu l'ordre des mots. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée globale sur la situation macroéconomique. Donc, mais le sujet principal de cette vidéo, c'est que maintenant nous avons vécu au moins une journée de baisse, donc je ne sais pas si elle va se confirmer, si ça serait juste une baisse passagère, on va repartir à la hausse. Mais dans tous les cas, le sujet de cette vidéo, ça sera de vous expliquer comment moi j'agis pendant les crises boursières et comment je construis mon portefeuille de bourse
pour pouvoir agir de manière flexible pendant les crises boursières et de manière comment dire, à limiter la casse dans mon portefeuille. Je pense que c'est super important parce que je suis convaincu que tous les investisseurs les plus réussis, ceux qui ont réussi le plus, c'est premièrement les bons risk managers. Donc, ce que je veux dire dès le début de cette vidéo, c'est que le plus important que votre meilleure protection se fait à l'achat. Vous voyez? Donc c'est un petit peu comme dans l'immobilier. Quand vous investissez dans l'immobilier, souvent vous entendez dire que la bonne affaire se fait à l'achat. Donc ça veut dire que quand vous commencez à acheter les positions, les actions dans votre bourse, vous devez déjà appliquer une certaine règle de risk management. Et la première règle que moi je mets toujours en avance dans mes vidéos des portefeuilles que je présente, c'est les poids. C'est les poids vraiment de chacune des lignes dans votre portefeuille, ce qu'on appelle souvent asset allocation. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la notion centrale. Je peux citer Warren Buffett qui disait que l'investissement, tout l'investissement, c'est l'asset allocation. Donc il a presque raison, Warren Buffett, même quand même c'est un raccourci un peu simpliste, mais il n'est pas loin de la vérité. De la vérité, voilà. Donc effectivement, quand vous construisez votre portefeuille, le plus important, c'est de se focaliser justement à combien je veux être exposé à une telle ou telle valeur. Comme un exemple, je vais vous montrer par exemple le portefeuille PEA que je vous présente aussi toutes les semaines. Bon, pas toutes les semaines, pardon, tous les mois. Donc vous voyez que la colonne centrale, ce que je dis quasiment dans chacune des vidéos, c'est la colonne principale. Parce qu'en fait, il vous montre le poids dans chacune des lignes dans le portefeuille. Comment choisir combien de poids, quelle allocation consacrée à une telle ou telle valeur? En fait, c'est par rapport au risque de l'entreprise dans laquelle vous investissez et par rapport à son profil, son profil de risque, en fait, effectivement, et à quel point cette valeur est volatile. Donc, plus la valeur est volatile, plus elle va impacter, si votre exposition est importante, plus elle va impacter la performance globale de votre portefeuille, bien évidemment. Et donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer premièrement sur ce facteur. Vous savez que si vous suivez la chaîne Mind the Cash, si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous, je vous invite à vous inscrire et suivre la chaîne Mind the Cash. Vous savez que je catégorise en gros toutes les entreprises cotées en bourse dans les 4 catégories A, B, C et D. Okay, donc la catégorie A, c'est la top de top, c'est les premiers crus de la bourse. Donc vous pouvez trouver la liste sur la page Facebook des entreprises dont je parle. C'est les entreprises qui ont un fort avantage concurrentiel. Pour les entreprises de catégorie A, en général, mon allocation maximale, c'est de 5% de mon portefeuille global. Okay, donc pour moi, je considère qu'une action à laquelle je suis exposé de 5%, c'est vraiment une action d'une qualité extraordinaire. C'est des entreprises extraordinaires qui font partie de la catégorie A. Voilà, donc la catégorie B, ce sont des entreprises qui sont très bien positionnées, qui gagnent l'argent, qui sont profitables, qui sont dans une industrie où il y a des perspectives raisonnables. Donc, mais par contre, c'est quelque part des oligopoles. En fait. Donc ça, c'est des entreprises qui sont pas les seules sur le marché, comme c'est le cas pour les entreprises de la catégorie A, qui sont, bon, pas évidemment les monopoles, mais quasi-monopoles, et qui leur permet justement de voir cet avantage concurrentiel très important. La catégorie B, ils ne sont pas dans cette situation très avantageuse, mais par contre, ça reste des grosses entreprises très efficaces, très connues, bon, pas nécessairement connues, mais en tout cas, les entreprises suffisamment grandes et suffisamment importante au sein de son secteur. Voilà. Ensuite, on arrive à la catégorie C. Ça, c'est en gros, on peut les appeler les entreprises de croissance. Ça peut être des grosses entreprises, c'est pas les méga caps, mais ça peut être des entreprises suffisamment grandes ou petites, ou même très petites entreprises, mais qui sont déjà implantées, qui ont déjà des produits, qui ont déjà du chiffre d'affaires, des résultats, pas nécessairement d'ailleurs les résultats positifs, parce que si les entreprises investissent beaucoup dans le R&D, dans les recherches et développement, donc elles peuvent effectivement avoir des résultats négatifs. Pour ces entreprises-là, mon allocation d'actifs maximale, c'est de l'ordre entre 1 et 2% maximum, parce que ici je me fais beaucoup plus de diversification, et donc je ne m'expose pas à plus de 2%, disons, à une seule valeur de la catégorie C.
Oui, de la catégorie C. Bon, la catégorie B, évidemment, je peux m'exposer entre 2 et 3%. Donc, j'ai oublié de vous dire le ratio. Et ensuite, on arrive dans la catégorie D. Ça, c'est la catégorie des entreprises de quasi-start-up, en fait, qui n'ont pas de chiffre d'affaires, qui n'ont rien du tout. Vous achetez une idée. Si vous croyez dans cette idée, vous pouvez y investir. Donc, du coup, moi, je n'alloue jamais plus de... Bon, jamais. Bon, je peux effectivement faire de temps en temps des petites concessions, mais autour de 0,5%. C'est rien du tout. Vous voyez, donc 0,5%, c'est vraiment un montant très faible, parce que moi je m'attends que ces entreprises vont faire des allers-retours de plus 20, plus 30%, après moins 20, moins 30% sans aucun problème. Donc typiquement là, je vais vous montrer dans mon portefeuille, je vais quand même parler de mon portefeuille aujourd'hui aussi, même si ça ne sera pas le sujet principal, parce que je fais pas mal de mouvements. Et typiquement les entreprises de catégorie C, catégorie D, pardon, ça c'est Editas Medicine, Arcturus, Allogène, non, ça c'est la catégorie C. Donc voilà, donc ça c'est CRISPR, d'ailleurs, en fait, même C, c'est quelque chose entre catégorie C et catégorie D. Mais par exemple, Editas Medicine, ça clairement la catégorie D. Et donc du coup, Editas Medicine, c'est un très bon exemple dans mon portefeuille. La dernière fois quand j'ai enregistré cette vidéo, elle me faisait plus, si je me souviens bien, plus 50 ou plus 40%, quelque chose d'énorme. Et je vous disais à cette époque-là, vu que ma position n'est pas énorme, donc du coup en absolu ça ne représente pas un gros mouvement pour moi. Donc même si performance nominale elle est énorme. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'elle a baissé tellement, donc avec cette baisse récente, je suis déjà à moins 34%. Vous voyez comment ça peut bouger énormément pour cette valeur de biotech de la catégorie D. Mais vu que mon exposition, encore une fois, elle était très faible, donc mon exposition vraiment pas importante, parce que je sais pas, je m'attendais à cette volatilité, donc du coup ce risque pour moi, il ne me dérange pas. Donc moi, je dors tranquille en ayant Editas Medicine dans mon portefeuille, parce que même s'il fait faillite demain, je perdrai seulement 0,4% de mon portefeuille. Vous voyez, donc c'est juste pour vous montrer que l'asset allocation, c'est très très important quand vous investissez en bourse. Et donc, faites beaucoup attention à ça. Parce que ça vous permettra de, quelque part, investir sereinement. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter, vous allez bien dormir, vous allez pas vous réveiller et attraper le smartphone pour regarder quels sont les cours de bourse, en fait, comment les bourses vont s'ouvrir aujourd'hui. Vous allez tranquillement choisir les valeurs et gérer votre risque. Vous allez acheter tranquillement et sortir des positions aussi tranquillement. Donc là, je viens de vous parler de ce phénomène de bien dormir. Donc ça, je pense que quelque part, c'est la notion centrale de ma gestion de risque. Donc en fait, j'achète les actions et j'achète autant d'actions de ces entreprises qui me permettent de vivre tranquillement, qui me permettent de vivre tranquille et dormir tranquille et savoir que même s'il y a quelque chose de grave qui arrive, pour moi, ça ne sera pas dramatique, ça ne va pas remettre en cause ma situation financière globale. Et moi, je pense que cette manière d'investir, je conseille vivement adapter, pas à tout le monde, même parce que bon, comme vous le savez, à chaque fois, je dis que moi, je ne donne pas des conseils d'investissement, mais ici, je donne des conseils de bon sens, de point de vue de risk management. Investissez dans ceux avec quoi vous vous sentez confortable. Donc ça, c'est vraiment le but. En fait, si vous investissez dans des valeurs très volatiles, bon, par exemple type Tesla, et vous investissez des montants qui pour vous représentent des sommes importantes, donc vous n'allez pas être dans une situation saine. Vous allez être toujours... ça sera quelque part un jeu hasard, parce que ces actions peuvent aller dans un sens comme dans un autre très rapidement et très fortement. Voilà, donc c'est le mot que je cherchais. Bon, j'espère que c'était le bon mot. Voilà, donc du coup, faites quand même attention. Qu'est-ce que vous achetez? Si cette action que vous allez acheter, elle passe ce critère de bon sommeil? Donc vous pouvez appeler ça critère moyen de cash. Donc est-ce que vous dormez tranquille quand vous avez ça dans le portefeuille? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc le premier point, quand vous investissez pour gérer bien votre risque, pensez à allocation. Donc si la position dans votre portefeuille vous dérange psychologiquement, dans ce cas-là, vous avez mal géré votre exposition, clairement. Donc pensez déjà d'abord à ça. Deuxième chose, je vous dis toujours dans toutes les vidéos que le projet Mind the Cash se base sur 3 piliers: macro, fondamental et technique. Donc
Je vais parler du premier. Donc, le premier critère, c'est l'analyse macroéconomique. Quand vous investissez, vous devez comprendre la situation macroéconomique actuelle. Donc, après, je sais que ça demande souvent beaucoup d'expertise, en fait, mais en tout cas, vous pouvez prendre les informations des autres sources externes qui, quelque part, synthétisent ce qui se passe dans le monde financier pour avoir une idée où nous en sommes. Par exemple, quand je parle de la situation macroéconomique, c'est typiquement là, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de QI. Donc, on sait que le marché, il est quand même dampé par les banques centrales, et l'économie réelle, est là quand même beaucoup de problèmes. Donc il faut quand même que vous soyez conscient que nous vivons dans ce monde inversé. Donc monde inversé, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles sont considérées comme des mauvaises, et les mauvaises nouvelles considérées comme des bonnes nouvelles, parce que si les choses vont mal, dans ce cas-là, il y aura plus d'injections de la part des banques centrales, et c'est bien pour le marché. Donc voilà, ça c'est le monde pervers dans lequel nous vivons aujourd'hui, et vous devez le comprendre. Ça concerne surtout les débutants, parce que les débutants, ils ont tendance de croire que, là, si je vois des statistiques économiques positives qui sortent, dans ce cas-là, c'est probablement le moment d'acheter, et comme ça, je peux me projeter avec mes investissements de bourse. C'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Ça devrait être comme ça, mais c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, pour la situation macroéconomique, j'ai créé une rubrique sur la chaîne Mind the Cash qui s'appelle le Café du dimanche, qui est entièrement consacré à l'analyse de situation macroéconomique. Le problème, c'est que, évidemment, ça représente uniquement mon avis personnel, qui n'est pas peut-être le vôtre, que vous ne partagez probablement pas. Dans ce cas-là, diversifiez les sources de cette information. Vous pouvez trouver d'autres chaînes YouTube, d'autres éventuellement sources d'informations à laquelle vous faites confiance, et pour construire dans votre tête l'image globale de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde économique et boursier. Voilà, donc bon, j'espère que la Mind the Cash sera une de vos sources au moins, donc c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire et mettre des likes pour qu'elle se développe de plus en plus. Voilà, donc ça c'est le deuxième critère, comprendre la macroéconomie. Donc voilà, maintenant nous passons au cœur du sujet de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, là, nous avons vécu la journée difficile le jeudi, donc bon, apparemment le vendredi, s'il n'y a pas d'un crack à la fin de la séance américaine, ça sera une journée de reprise, mais Dieu sait comment ça va se passer la semaine prochaine. Selon moi, je pense qu'on est rentré dans une correction qui sera plus profonde, et donc dans ce cas-là, nous devons savoir comment agir si les marchés se remettent à baisser. Donc, et ici, encore une fois, cette fameuse catégorisation des entreprises qui vient nous sauver pour apporter cette réponse. Donc, la catégorie 1, devant vous, sur votre écran, vous voyez les actions que moi je considère comme les entreprises de la catégorie A, donc les entreprises ayant des avantages concurrentiels énormes. Donc, si vous avez une ou plusieurs de ces entreprises dans votre portefeuille, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la chute de bourse? Évidemment, ces actions vont baisser aussi. Donc, je vous explique qu'il y a deux types de risques. En fait, les risques systémiques, les risques non systémiques, j'en ai déjà parlé, je pense beaucoup de fois. Mais en tout cas, les risques systémiques, c'est le risque du marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché baisse, dans ce cas-là, toutes les actions baissent. Il y en a certaines qui baissent plus, d'autres qui baissent moins. Ce qui s'appelle d'ailleurs le bêta. En fait, le bêta, c'est quelque part, c'est la sensitivité d'une action aux références ou un indice de référence. Donc, par exemple, le bêta de Total sera calculé par rapport à l'indice CAC 40. La bêta de Apple sera calculée par rapport à l'indice S&P 500. Généralement, les actions de la catégorie A ont des bêtas relativement faibles, donc dans ce cas-là, elles sont moins sensibles au marché global que les autres, mais en tout cas, ça peut avoir des exceptions, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez de ces entreprises dans votre portefeuille? Après, ça, c'est à vous de voir. Ces entreprises, c'est les entreprises les meilleures du monde, donc forcément, c'est des entreprises qui ont toutes les chances de rebondir à un moment donné. Donc, après, selon votre, quelque part, pas l'état psychologique, mais selon votre mentalité, quelle est votre, comment dire, réaction si par exemple de voir les actions dans le rouge, les actions baisser fortement, etc., etc. Donc si vous êtes sensible à ce genre de choses, dans ce cas-là, probablement vous pouvez essayer une approche spéculative, donc c'est-à-dire vendre et essayer de racheter moins cher. Mais ce sont des actions qu'on peut garder. Comme j'ai utilisé la référence sur le monde vin, c'est les premiers crus, donc dans ce cas-là, si vous voulez, c'est les actions de garde. Donc vous pouvez les garder tranquillement, ça ne va pas dire qu'elles vont jamais baisser, elles vont baisser avec tout le marché, mais par contre,
vous pouvez être certain qu'à un moment donné, bon, certain, on ne peut jamais être certain, mais il y a une énorme chance qu'à un moment donné, vous allez retrouver d'ici quelques temps, une fois que la crise passée, ce sont des actions qui vont rebondir rapidement, et vous allez à un moment donné retrouver vos cours avec lesquels vous étiez. Donc après la question c'est évidemment, on peut se dire que genre ouais oui si je la revends après je rachète moins cher, mais le problème c'est que ça reste la spéculation. Mais si vous vendez et le marché continue à monter, donc dans ce cas-là vous allez perdre une excellente valeur que vous avez achetée à long terme et vous allez être, désolé pour l'expression, comme un con sans rien avec du cash et voir partir votre chère valeur avec le marché à la hausse. Parce que en fait il faut toujours partir du principe qu'on ne connaît pas d'avenir. Quelqu'un qui vous dit que le marché va faire ça, va faire ci, non, c'est faux parce que non, personne ne connaît ce que va faire le marché. On peut avoir des modèles, on peut anticiper certaines choses, comme moi je le fais surtout dans les vidéos Café de dimanche, qui sera publié demain matin, mais vous ne pouvez pas en être certain. Donc du coup, ça veut dire que si vous vendez pour acheter moins cher, vous prenez une décision spéculative. Donc ça, il faut bien être conscient que vous spéculez, même si vous achetez, si ça peut paraître comme quelque chose de différent, mais en réalité, vous spéculez. Donc voilà, donc ça, c'est à vous de prendre cette décision. Si vous n'avez pas besoin du cash immédiatement, si ça ne vous dérange pas que votre chère valeur va baisser de 10 ou 15%, dans ce cas-là, probablement, ça vaut le coup de la garder. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de valeurs, ce sont des valeurs peu corrélées au marché. Okay, donc, c'est quoi ces valeurs-là? En fait, ça, c'est la fameuse catégorie C, par exemple. Donc là, la catégorie C, je peux vous montrer dans mon portefeuille, il y en a un paquet. Donc typiquement, c'est Editas Medicine, c'est CRISPR, c'est Arcturus, c'est bon, Allogène, c'est bon, après ça c'est la mix de catégorie C et catégorie D, mais dans tous les cas, les biotech c'est un excellent exemple d'une valeur, on va dire, atypique. Donc la valeur atypique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas nécessairement suivre le marché. Toutes les biotech, comme souvent d'ailleurs même en général pour le secteur de healthcare, ils évoluent en fonction de son pipeline, en fait. Plus il publie des produits, plus qu'il obtiennent des autorisations de différents organismes d'approbation des médicaments, comme la FDA, qui est américaine, qui est la plus connue. En fait, elles vont faire les sauts en bourse ou les descentes en bourse très violents en fonction de ces nouvelles-là. Donc, que vous ne pouvez pas non plus anticiper, bien évidemment, à moins que vous travaillez dans cette entreprise. Donc, et donc, du coup, en ayant ces entreprises dans le portefeuille, vous pouvez vous retrouver dans une situation quand les marchés chutent, mais par contre votre action s'envole parce qu'il y a eu une nouvelle d'une approbation dans de leurs médicaments par la FDA. Donc ça c'est tout à fait probable. Et donc du coup vous allez être un petit peu comme un roi du monde quand tout le monde baisse, votre action va s'envoler. C'est possible. Mais l'inverse est possible également. Donc ça veut dire que quand les marchés vont rebondir, votre action veut chuter. Si par exemple l'approbation tellement attendue par la communauté d'investisseurs n'a pas été finalement n'a pas eu lieu et l'action va chuter quand les marchés montent. Donc le problème c'est que, bon voilà, mais en tout cas vous n'avez pas cette corrélation directe avec le marché global et donc ça rend ces valeurs assez intéressantes du point de vue gardé pendant la crise. Elles vont être affectées pendant la crise parce que bon, pendant les moments quand il n'y a pas de news qui tombent, ils vont suivre plus ou moins le marché, mais par contre vous avez cette chance que s'il y a des bonnes nouvelles, l'action peut faire complètement l'inverse. Donc voilà, ça c'est assez intéressant à voir. Une troisième catégorie qui peut éventuellement être gardée pendant la crise, juste pour finir sur les biotech, ce que moi je dis pas que nécessairement il faut les garder pendant la crise, mais après ça c'est des actions qui pourraient être gardées pendant la crise parce que pour des raisons que je viens d'expliquer. Les REIT. Pourquoi les REIT? C'est des actions, c'est des entreprises très particulières. En fait, en gros, c'est des structures qui sont créées pour investir et gérer les parcs immobiliers. Donc là, il y a un portefeuille des REIT que je vous présente tous les mois. En fait, j'ai 3 portefeuilles qui sont présentés sur la chaîne Mind du Cash si vous êtes premier, si vous me voyez pour la première fois. Donc déjà, je vous inscrire, je vous rappelle de vous inscrire et de mettre en like. Donc là, tous les mois, je publie 3 portefeuilles, c'est les REITs, PEA et mon portefeuille personnel. Et donc, les REITs, pourquoi je pense que c'est pas nécessairement une idée stupide de les garder pendant la crise boursière, c'est que derrière, en fait, c'est l'investissement immobilier. C'est comme vous ou moi, vous investissez dans la pierre,
vous touchez les loyers, il y a une certaine rentabilité que ça vous apporte, et c'est tout. Sauf que ces entreprises sont cotées en bourse. Donc imaginez si votre LMNP, par exemple, que vous avez créé, location meublée non professionnelle, si cette entreprise individuelle, c'était pas une entreprise individuelle, mais une SA, donc société à l'action, que vous faites une introduction en bourse et qu'il devient coté, ça deviendrait une forme de REIT. Donc ils ont un statut particulier, ils ne payent pas l'impôt sur la société, par contre ils versent des dividendes en énorme pourcentage de l'ordre de 90% de leurs résultats. Donc c'est des entreprises, encore une fois, c'est un cas très particulier, c'est les entreprises à fort dividende, qui se conviennent parfaitement pour ceux qui veulent vivre de la bourse. Donc voilà, pourquoi je pense que ce n'est pas une idée stupide de les garder dans le portefeuille, même s'il y a un risque de crise, parce que si l'immobilier ne chute pas, et aujourd'hui l'immobilier ne chute pas, donc vous pouvez, en tout cas pour le moment, ces entreprises, vu qu'ils sont cotés en bourse, ils quand même intègrent une certaine volatilité des marchés. Et quand les marchés sont en chute libre, elles vont chuter et ça ouvre des perspectives. Au contraire, vous pouvez à ces moments-là profiter du moment et racheter de l'immobilier moins cher que ça a été auparavant. Donc ça ouvre, en général, les crises ouvrent énormément d'opportunités dans les REITs. Et pourtant, on n'en parle quasiment jamais dans les médias financiers. Donc on oublie souvent les REITs parce qu'on dit « Oh, c'est des... » Mais en fait, très peu de gens qui disent clairement que les REITs, c'est l'immobilier. C'est purement et simplement ça. Les REITs, en fait, un autre exemple encore meilleur, ce sont les SCPI cotés. Vous achetez les SCPI, ça c'est vraiment l'investissement considéré souvent comme un bon père de famille, un peu vieillot, mais bon... C'est très conservatif comme un investissement. Beaucoup de gens en France, surtout dans les générations plus âgées, investissaient dans les SCPI sans aucun problème, mais les REITs c'est juste les SCPI cotés. Et donc, quand il y a une grosse chute, tout a chuté et l'action a divisé par 50%, et pourtant elle ne peut pas du tout perdre ses loyers, donc ça vous ouvre une opportunité d'acheter cet immobilier 2 fois plus rentable qu'il était avant cette crise. Donc vous voyez, et il n'y a pas vraiment on va dire pour moi, il n'y a pas nécessairement de justificatif économique de vendre ces actions pendant les crises boursières hors les crises immobilières. Bon, comme c'était 2008-2009. Donc pendant cette crise-là, ça c'est une crise particulière, donc effectivement c'est une crise qui touchait directement le secteur de l'immobilier. Si c'est la crise par exemple qui ne touche pas directement le secteur de l'immobilier, il peut être, on va dire, raisonnable de garder les REITs dans le portefeuille. Voilà, maintenant, je vais aussi mentionner une des catégories des entreprises qui pourraient être gardées. Ça, ce sont les entreprises stables que vous gardez pour le dividende. Parce que l'idée, quand vous gardez une entreprise pour le dividende, disons, je ne sais pas quel exemple prendre, par exemple Air Liquide. Je sais qu'en France, beaucoup de personnes aiment Air Liquide. Effectivement, c'est une entreprise depuis des années, très bien gérée, etc. mais ce n'est pas le but d'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, si par exemple vos revenus passifs à partir de la bourse dépendent de Air Liquide et vous êtes confiant dans l'entreprise, Air Liquide c'est un exemple, je ne dis pas que c'est une entreprise qu'on peut faire confiance à tel point. J'ai juste un exemple qui parle à beaucoup de personnes en France. Dans ce cas-là, probablement, ça fait du sens de la garder parce que même si elle baisse avec le marché, déjà sa bêta sera quand même assez faible et en même temps vous allez quand même préserver les dividendes. Parce que si vous la vendez, du coup, elle arrête de vous payer les dividendes. Et donc, du coup, vous allez rester avec le cash. Vous n'allez pas savoir nécessairement quoi faire avec. Donc voilà, ça, c'est quand même un point extrêmement important, à mon avis. Si vous avez déjà une partie de vos revenus qui est en provenance de la bourse, faites quand même attention de vendre les entreprises qui sont déterminantes dans votre revenu, quoi. Donc, qui ont beaucoup de poids dans les revenus des dividendes que vous percevez. Voilà. Maintenant, je reviens à mon portefeuille personnel, en fait, ce tableau que je vous ai déjà montré, et je vais parler des actions qu'il faut probablement abandonner. Donc, il faut peut-être s'en débarrasser avant la crise, quand il y a une grosse risque de la crise. Donc, la première catégorie, c'est des actions où vous avez déjà touché des énormes plus-values. Donc, ça peut être des belles valeurs, ça peut être même des catégories A, même si très difficile à imaginer que vous avez touché dans la catégorie A des performances de plus de 100%. Donc, dans tous les cas, l'idée que je veux vous transmettre ici, c'est que avant les grandes crises, c'est le moment, si vous sentez que les choses vont mal, que ça peut vraiment basculer dans une chute, c'est le moment de prendre ses profits. Il faut pas avoir peur de prendre les profits et
et après, on va dire, pleurer que l'action elle a continué de monter. Personne n'a fait faillite parce qu'il a vendu trop tôt. Donc si vous avez déjà des profits, n'hésitez pas de les fixer, même si ça sera juste une clôture partielle d'une position. Vous pouvez toujours vendre une partie de votre position et garder encore un petit bout. Donc, quand il y a un sentiment d'incertitude comme nous traversons aujourd'hui, c'est un excellent moment pour prendre vos profits. Ça, c'est déjà le premier point. Dans cet esprit, voici ce que j'ai vendu il y a 2 semaines, parce que la plupart de mes ventes se sont effectuées il y a 2 semaines. Donc, CRISPR, donc là, j'en ai déjà parlé énormément. Donc là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté aussi de mes abonnés. Même si je ne fais pas des conseils d'investissement, encore une fois, je vous répète que je suis un amateur, je suis un blogueur, je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai pas droit de le faire. Donc, CRISPR, je l'ai vendu à 148 $. Donc, principal ici dans l'idée que je m'en fiche combien il vaut aujourd'hui. Même s'il vaut 200 ou 300, bon, ça sera dommage, certes, mais pour moi, en tout cas, j'ai déjà fixé un profit de 140%, même plus. Donc pour moi, c'est déjà largement assez. Je l'ai acheté en juin ou juillet, je ne sais plus quand, de dernier. Donc c'est même pas un an, j'ai plus que doublé mon dividende. Mais en fait, une performance plus importante parce qu'avec des profits à partir de CRISPR, j'ai acheté une autre action, Editas Medicine, qui est son concurrent. Donc mon profit, il frôle 200%. Donc vous voyez, donc c'est pas spécialement, je ne pleure pas du tout, même si elle a baissé. Et je crois que CRISPR, vous voyez, donc vu que je suis pas, je connais même pas, je sais pas où il est aujourd'hui, CRISPR. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait en bourse ce dernier temps. Je suis désolé, j'ai un gros problème d'internet aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est ça l'inconvénient de vivre à la campagne. Bon, là, je l'ai vendu à bon moment, du coup, parce que là, ça baissait beaucoup plus. Mais je vais prendre une autre exemple pour laquelle on m'a pas mal critiqué après la vidéo de POA, parce que moi, j'ai vendu Total. Et Total, je crois, bon, j'ai pas suivi ce qu'il a fait en bourse après ma vente, parce que j'ai fixé la plus-value de 30%. C'est déjà pas mal pour moi. J'ai investi en novembre dernier, si ma mémoire est bonne. En quelques mois, j'ai fait une plus-value de 30%. Donc, je pleure pas du tout, même si ça va aller jusqu'à 40, 42. Honnêtement, je vous souhaite du succès en bourse. Si vous n'avez pas suivi ma vente de Total et il fait 42%, je serais sincèrement content pour vous. Mais en tout cas, je ne vais pas pleurer moi-même. Pour moi, ça ne change rien du tout. Tout simplement parce que dans ma stratégie Total, je ne la vois pas. Je ne vois pas pourquoi le pétrole va rester à ces niveaux actuels. Pour moi, les niveaux actuels aujourd'hui sont justifiés principalement par l'événement extraordinaire qui s'est passé au Texas. Après, il y a aussi des OPEP, des quotas d'OPEP. Mais structurellement, je ne comprends pas comment le pétrole aujourd'hui peut valoir plus qu'il valait avant la crise de Covid. Donc, je vous dis avec toute conscience, parce que moi, je connais le marché de pétrole, je le suis pas mal, parce que moi, je travaille de très proche à ce marché. Et je comprends son fonctionnement en interne, je comprends les phénomènes qui dirigent ce marché. Vous pouvez regarder mes vidéos de mars dernier et j'étais un des premiers à parler que le pétrole peut passer en dessous de 10 $. Vous allez trouver cette vidéo avec en gros moins. Évidemment, je ne m'attendais pas à des prix négatifs. Finalement, on a touché moins 35 $, n'est-ce pas? Donc, du coup, pour moi, les prix que je vois, les prix de pétrole que je vois aujourd'hui sur le marché, ça ne rime à rien. Donc, en tout cas, je veux dire à moyen long terme, bien sûr, c'est pas pour demain. Demain, ils peuvent faire 70, 75, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, pour moi, structurellement, dans mon approche, Total, j'ai déjà joué ce rebond de pétrole via Total. Et donc, du coup, j'ai fermé cette position parce que elle ne correspond, je n'en m'attends plus de Total. Donc je prends ces profits et je veux plus avoir ce risque dans mon portefeuille. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc j'ai fait exprès de prendre l'exemple de Total parce qu'ici j'ai gagné, on va dire, en vendant le CRISPR. Par contre sur Total j'ai perdu, même si j'ai perdu, je pense que 1 euro et quelques. Voilà. C'est ça l'idée. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre les profits sur des entreprises où vous ne voyez plus énormément de potentiel et où vous avez déjà fait des plus-values qui vous semblent confortables. Voilà. Et déjà, il faut se fixer ce montant, il faut vous fixer dans votre tête quelle est votre attente raisonnable par rapport à une telle ou telle valeur en termes de performance boursière. Donc évidemment, vous n'allez pas attendre la même performance de CRISPR et de Orange, par exemple. Vous voyez, parce que l'Orange, c'est une société beaucoup plus calme boursièrement parlant. Donc du coup, l'Orange qui a fait 10% en un an, c'est super bien. CRISPR qui a fait 10% en un an, c'est que dalle, parce que
à la base, l'action, elle est beaucoup plus risquée. Et donc, dans la logique de la gestion des risques, quand vous achetez CRISPR, vous allez acheter beaucoup moins que vous auriez acheté que vous auriez acheté du Orange, n'est-ce pas? Donc votre allocation d'actifs sera très différente. Donc du coup, 10% sur CRISPR, c'est presque une erreur, parce qu'en fait, vous avez alloué l'argent, il n'a quasiment rien fait, parce que votre allocation sera beaucoup, beaucoup moins importante que celle d'Orange. Maintenant, quand je veux parler d'une deuxième catégorie des actions qu'on pourrait éventuellement se débarrasser avant la crise ou pendant la crise, donc c'est Tesla, notre cher Tesla. Non, je ne veux pas parler concrètement évidemment de l'action Tesla. Je vais parler en général des actions qui sont trop à la mode, les actions tendance pendant cette euphorie boursière, parce qu'avant la chute, souvent, il y a une stade d'euphorie. Donc quand tout le monde achète tout le monde croit que la bourse ne va jamais baisser. Donc cette période, nous avons vécu déjà, il a duré pendant pas mal de temps, toute l'année 2020, depuis le rebond après le Covid. On n'a vu que ça, on n'a vu que cette euphorie. Et donc, évidemment, certaines valeurs sont complètement survalorisées. Donc, je peux vous donner l'exemple Tesla, évidemment, ça peut être aussi Zoom, c'est aussi Netflix, c'est aussi toutes ces valeurs-là qui ont été, on va dire, chouchou de la crise de Covid, quand tout le monde se sont retrouvés enfermés à la maison. Par exemple, juste pour vous donner une contre-exemple, l'action qui a beaucoup profité de Covid, mais qui n'est pas fait partie de cette liste, c'est Amazon. Amazon, c'est une valeur très chère, c'est une valeur de la catégorie A, en revanche. Par contre, c'est pas celle que moi je me débarrasserais avant la crise. Tout simplement parce que sa valorisation, quand même assez gourmande, elle a des fondements, elle est méritée. Donc elle est méritée parce qu'il y a des fondamentaux derrière et le potentiel quasi inestimable de l'Amazon, à moins qu'il soit divisé par les gouvernements américains dans leur démarche anti-monopole. Donc, mais en tout cas, toutes ces valeurs-là, que si vous avez des valeurs hype dans votre portefeuille, type NIO, Tesla, Zoom, Netflix, je ne sais pas à quoi penser encore, mais tout un tas de trucs comme ça, faites beaucoup attention. Ici, même si vous êtes dans le rouge sur ces valeurs-là, même si vous êtes en train de perdre déjà de l'argent, probablement c'est le moment de prendre, même accepter ces pertes, et si vous voulez de les racheter plus bas, si vous voulez, ou si vous aimez ce genre de valeurs. En gros, c'est un peu les valeurs dans lesquelles investit Cathie Wood, celle qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Justement, parce qu'en fait, Cathie Wood, c'est un très bon exemple. Son fonds n'a pas fait grand-chose pendant des années, mais à un moment donné, il a commencé à acheter que des valeurs hype. Évidemment, elle a tombé dans cette époque d'euphorie, et elle a fait 160% en seule année 2020, et du coup, elle est apparue dans tous les médias, sur les premières lignes. Donc, mais c'est parce qu'il a investi que dans ce genre de choses, et maintenant, on va voir son vrai stress test, pour lui, ça sera la baisse des marchés, et notamment la baisse du Nasdaq, que nous avons vécu le jeudi. Donc, si votre portefeuille ressemble un peu à celui de Cathie Wood, dans ce cas-là, faites quand même attention. Je pense peut-être vous avez un peu équilibré de manière pas très adéquate. Après, à moins que c'est votre philosophie, donc ça, c'est chacun son approche. Mais en tout cas, si je parle de quelqu'un qui veut avoir un portefeuille équilibré de point de vue de risque, faites quand même attention. Probablement, ce sont des valeurs auxquelles il faut dire au revoir si vous sentez que la crise s'approche. Voilà, et la troisième catégorie, c'est des actions cycliques. Donc les actions cycliques, c'est ce que j'appelle de temps en temps les actions de l'ancienne économie, etc., etc. Ici, on pourrait croire qu'on peut s'en débarrasser avant de la crise. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Notamment pour la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que, la crise dans laquelle probablement nous rentrons aujourd'hui, tout simplement parce que il y a des cycliques et des cycliques déjà, et on ne sait pas sur quelle partie du cycle nous sommes aujourd'hui. Le problème, c'est que les cycles économiques existent toujours dans l'économie réelle, donc parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cycles Kondratiev, en fait, je crois, qui sont toujours valables, donc personne ne les remet en cause. Mais par contre, l'action des banques centrales avec leur quantitative easing, là, avec le fait qu'ils ont inondé avec liquidité tous les marchés financiers, boursièrement parlant, les cycles ont disparu. Effectivement, on n'a pas vu le renversement du cycle depuis l'année 2008-2009. On n'a jamais vu une vraie crise boursière. Donc après, il y a eu la crise grecque et la crise de la dette européenne, certes, mais ça n'a pas eu l'ampleur aussi importante.
Donc depuis que Mario Draghi a dit que I will do whatever it takes, donc les bourses n'arrêtaient pas de monter. Donc, du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle partie du cycle nous sommes. Donc, dans l'économie réelle, je pense que nous sommes probablement en bas de cycle parce que la récession elle est très forte pendant le Covid. Donc, après, c'est le pari, est-ce qu'on va remonter? Est-ce que c'est le plus bas ou pas le plus bas? Donc, ça, c'est une question macroéconomique. Mais en tout cas, boursièrement parlant, clairement, on n'est pas en bas de cycle. Donc, vous voyez, donc même ici, on a une disparité quand même très importante parce que l'économie réelle, elle est quelque part très loin et les bourses, quelque part très haut. Donc, vous voyez, donc ici, je suis très vigilant en fait pour parler sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire sur les valeurs cycliques. Donc après, je pense que c'est tout simplement parce que nous sommes dans la situation particulière. Donc du coup, je vous laisse choisir si vous voulez garder un petit peu les actions de l'économie classique dans votre portefeuille pendant cette crise, et s'il y aura une crise déjà. Ça, c'est encore une question. Bon, et vu que cette vidéo, quand même, elle concerne mon portefeuille personnel, je vais vous rapidement montrer ce que je fais ces dernières semaines. C'était principalement, encore une fois, c'était il y a 2 semaines que je fais ces opérations. Donc, j'ai vendu CRISPR, comme je vous ai déjà montré. J'ai par contre racheté une société américaine, une biotech qui est spécialisée dans les traitements des maladies génétiques graves. Et fait aussi, en fait, il fait le traitement par la rédaction de génome, et donc du coup, ça lui rapproche de CRISPR Editas Medicine. Donc ça, je l'ai acheté, encore une fois, pour un pourcentage très faible de mon portefeuille. Ensuite, ce que j'ai vendu, mais par contre ça c'était une erreur, j'ai l'impression que j'ai vendu Citrix, justement parce que mon idée de vendre Citrix, c'était que c'est une pure valeur Covid quand je l'ai acheté. À un moment donné, j'étais très largement positif. Et j'ai décidé de fixer cette ligne parce que je pensais que les valeurs style Covid, on va dire, vont subir les plus gros dégagements de capitaux. Mais pour une raison que je ne comprends pas, Citrix, elle continue à monter, donc c'était tant pis pour moi. Donc je me suis débarrassé de Citrix un peu trop tôt. Tout le reste j'ai gardé, et j'ai vendu également Beyond Petroleum, donc British Petroleum, donc pour les mêmes raisons pourquoi j'ai vendu Total, exactement parce que moi j'étais ici j'avais même la plus-value plus importante que Total, j'étais bon, je sais plus, j'ai peut-être pas mis à jour, mais j'étais dans les ordres de 39-38% de plus-value, et donc du coup Total pour moi c'était plus la valeur que je voulais garder dans mon portefeuille. Donc vous voyez, donc là je suis en pleine démarche de allègement de mon portefeuille. Et par contre aussi, dans un portefeuille à part, je réalise des stratégies du hedging. Ça, c'est un autre moyen de protéger votre portefeuille pendant les crises boursières. Mais le problème, c'est que j'évite beaucoup d'en parler. Je parle de ces stratégies sur la chaîne Telegram. Mais parce que pour moi, c'est pour des questions, comment dire, déontologique quasiment. Je ne parle pas des stratégies de hedging parce qu'il faut utiliser des produits complexes. Et si un jour sur la chaîne Mind de Cash, je vais proposer des formations, j'aimerais bien le faire un jour, mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour le faire. En fait, l'idée du hedging, c'est justement pour se couvrir contre le risque des marchés. Par exemple, vous pourriez tout à fait garder toutes vos positions, mais au lieu de les vendre, au lieu de les alléger, ou bien, comme moi je le fais, en allégeant celles que je viens de citer pour des raisons que je viens de vous expliquer, en même temps, je fais des stratégies short ou des stratégies qui sont assimilées à la stratégie short avec des produits dérivés sur les indices ou sur des actifs qui sont sensibles à cette baisse. Voilà. Mais par contre ici, il faut, je ne vais pas trop en parler en détail parce qu'il faut faire beaucoup attention avec ces instruments, parce que c'est des instruments qui peuvent vraiment être très dangereux. Je vais rapidement parler des ETF parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les ETF, notamment BX4 qui est éligible à la PEA. Le problème des ETF inversés, il y a un très gros problème avec ces ETF, c'est le daily slippage. En fait, ces ETF inversés, en fait, ils sont efficaces. Vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier dans la spécification de ces ETF. Vous allez voir que leurs engagements, c'est de répliquer la performance inverse journalière. Et dans ce mot journalière,
se cache la bête. Donc cela veut dire que tous les moves overnight ne vont pas vous répliquer. Donc, du coup, vous pouvez regarder sur le graphique dans TradingView, dans Pro Real Time, je ne sais pas quel logiciel vous utilisez, vous pouvez mettre sur le même graphique les performances de l'ETF inversé et les performances de l'indice de référence. Vous allez voir que ça marche que sur des plots de temps très courts. Donc voilà, faites beaucoup attention avec des ETF inversés parce que pour que ce soit une couverture efficace, il faut que vous sachiez en momentum exact. Et ça, c'est un gros problème parce que personne ne connaît le momentum exact, donc vous devenez un trader quasi intraday quand vous achetez un ETF inversé. Si vous voulez avoir une stratégie, on va dire, propre de short sur les marchés via les ETF, donc ça serait mieux même de vendre en ETF normal, en fait, faire une vente à découvert avec l'ETF normal sur le marché de règlement des ferrets, le CRD. Donc, faites quand même beaucoup attention. Moi, personnellement, j'utilise les CFD. J'aime beaucoup les CFD parce que ça permet d'avoir des lots moins importants. Pour ceux qui ont des gros portefeuilles, vous avez aussi des produits futurs. Mais encore une fois, ça nécessite des connaissances, ça nécessite des compétences du trading et la maîtrise approfondie de ces instruments complexes. Et notamment, moi, j'utilise aussi des options, comme vous le savez. Donc, les options, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est encore un niveau au-dessus en termes de complexité. Par contre, ça vous permet de construire des stratégies très adaptées pour vraiment très fines pour profiter de tel ou tel mouvement du marché. Voilà. Donc ça, c'est la couverture, on va dire, avec des produits dérivés qui, pour l'instant, pour des raisons déontologiques, je ne peux pas me permettre d'aller trop en détail dans mes explications. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, la première chose que vous devez penser toujours, c'est asset allocation quand vous ouvrez des positions. La deuxième chose, c'est penser toujours en macroéconomie. Vous devez comprendre le big picture global économique dans lequel vous êtes quand vous investissez. Ensuite, les actions qui peuvent être gardées. Les actions de la catégorie A, pourquoi pas. Après, les actions qui sont décorrélées au marché, typiquement biotech, qui vivent un peu leur vie par rapport au marché, pourquoi pas, même s'ils peuvent baisser très fort, quelle que soit la tendance globale. Ensuite, les REITs, éventuellement, si la crise n'est pas directement liée à l'immobilier, donc pourquoi pas garder les REITs. Et éventuellement les actions, mais ça je pense que ça concerne très peu de gens qui ont leur revenu passif à partir de la bourse, les actions qui ont une forte pondération dans vos revenus boursiers, probablement ça serait risqué quand même de les vendre, parce que comme ça vous allez vous retrouver sans revenus dividendes. Voilà, les actions qui peuvent être cédées avant la crise, c'est les actions où vous avez des gros profits et que vous pouvez fixer sans problème. Ensuite les actions hype, les actions un peu trop fashion. Voilà. Après les actions cycliques, il faut voir sur quel point de cycle nous retrouvons. Voilà. Et la dernière solution pour ceux qui sont confirmés, pour ceux qui connaissent déjà les produits dérivés, vous pouvez appliquer les stratégies du hedging. Mais pour le hedging, c'est toute une science. Je ne peux pas le mettre dans une seule vidéo. Peut-être un jour, je vais en parler. Mais dans ce cas-là, encore une fois, je vous mets en garde contre les ETF inversés parce que ça cache des bêtes. Et les produits dérivés, je vous rappelle que vous risquez perdre plus que votre dépôt sur le compte de bourse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc j'espère que ça vous permettra un petit peu d'anticiper le moment, de se préparer en tout cas pour le mouvement éventuellement négatif qu'on ne peut pas avoir une certitude, évidemment, s'il va se passer comme ça ou non. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo sera utile pour que vous adaptiez la meilleure approche pour la gestion de votre portefeuille. N'oubliez pas de mettre un like avant de partir. Pour moi, c'est super important. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez un lien pour faire une petite donation. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite tout le bon week-end. J'espère ensoleillé. Je ne sais pas dans votre région comment ça sera. Chez moi, ça devrait être pas mal. Normalement. Et je vous donne rendez-vous demain pour le café du dimanche. On va décortiquer la situation macro. Allez, à très bientôt. Mind the Cash. Bye bye.